Salut les potos, bienvenue dans notre deuxième épisode de la Tifade. Je suis sûr que vous avez regardé le premier évidemment, et je suis encore accompagné par ce beau jeune homme avec les gros biceps et à peu près tous les autres muscles qui sont gros, et par ce deuxième beau jeune homme, Monsieur Pump, qui nous a rejoint comme pour la première fois. Et je sais pas si vous avez vu les gars les commentaires. Les commentaires de la première Tifade, le premier épisode. Incroyable. Moi, j'ai bien kiffé. C'était un truc de fou. Vous en avez reçu beaucoup, vous? J'en ai reçu plein personnellement. J'ai pris des screens. Ouais, j'en ai reçu quelques-uns aussi en message privé, mais je crois que t'en as reçu quelques. T'en as capté quelques-uns sur ton téléphone. Ouais, j'en ai eu certains, franchement, magnifiques. Tu peux nous. Je vais vous en dire un ou deux, carrément. Hein, franchement, truc de fou. Hein. Donc, on a Aka qui est sur le groupe privé. Je suis en train de regarder la Tifade. C'est une régalade pour moi. Émotionnellement et d'un point de vue valeur humaine, je me régale. Ulysse Tiflevray, Ulysse Pump, Cuillère. Bravo à vous les gars pour ce que vous êtes et merci pour ce que vous faites. Merci Zaka. Mais merci à toi d'être avec nous, poto. Bah, ça régale. Carrément. Hein. On a Fabien Martin aussi. Salut Ulysse, ce podcast est une énorme claque pour moi. Je me reconnais dans tout et partage tout ce que vous dites. Les paroles et la personnalité de Tif poignardent mon âme, tellement je suis en adéquation avec cette manière de penser. Une mine d'or de motivation et de bon sens. Ce podcast est très fort. Bravo à vous trois. Comment on peut accéder au groupe privé? Ça c'est ouvert seulement les lundis. Franchement, c'est beau, hein. C'est beau ce qui partage. C'est des commentaires. On en a eu tellement. Merci d'ailleurs. Pas tous les lire. Merci beaucoup. Pas tous les lire. Merci à vous. Ça nous touche. C'est prenant. Ouais, ça donne de la force, ça, vraiment, c'est vraiment cool. De toute façon, on a vraiment apprécié faire le premier épisode et puis en sortant de là, on aurait pu continuer pendant des heures. Malheureusement, on sait que ton temps n'est pas illimité et que tu préfères regarder des choses d'1h15 que de 3h15. Donc on a décidé d'arrêter 1h15. C'est fou. Et pour le premier, pour reparler un petit peu du premier épisode rapidement, je vous avais parlé d'un gars que j'étais allé voir pour les montres. Alors justement, le fameux, est-ce que tu lui as donné de l'argent ou pas à lui? Ah mais avec sa démarche, il était suffisamment assuré et c'est vrai que c'est un expert. Mais franchement, il y avait un problème majeur, je dirais, avec lui, c'est qu'il était mou. Et je trouve que il y a plusieurs choses qui sont importantes à l'intérieur de la tête et à l'intérieur du corps pour pouvoir s'en sortir. Et l'énergie, ça fait partie de ces choses physiques, de matière, qui ne peut pas s'inventer. Tu vois, t'as une énergie, tu peux avoir une énergie beaucoup plus intense, mais si tu as peu d'énergie, si tu n'as que 20% de l'énergie classique, tu vas pouvoir accomplir que 20% des choses. Et pourtant, c'est pas compliqué d'amener un petit peu d'énergie à l'intérieur de son corps et de pas être mou. Et quand tu as de l'énergie, c'est comme si tu gagnais du temps, c'est comme si tu gagnais des secondes. Et un mec qui a 100% d'énergie contre un mec qui a 20% d'énergie, il fait les choses 5 fois plus vite et 5 fois mieux. Donc quand tu es mou, il faut trouver un moment. Il faut trouver un moment où tu te motives et où tu te dis j'aimerais bien être un peu plus mieux. Se bouger le cul. Et qu'est-ce que tu lui as dit du coup? Tu lui as dit c'est un peu chaud là pour le business? Je lui ai dit, j'ai mis des conditions et je lui ai donné ces conditions. Et c'est des conditions qui sont super, super avantageuses pour lui parce que c'est faire en sorte que à partir du moment où il n'est plus mou et à partir du moment où il prend vraiment des décisions, où il avance vraiment pour son futur, le futur qu'on a réfléchi et sur lequel on s'est accordé ensemble, à partir du moment où il avancera véritablement vers ce futur, il débloquera au fur et à mesure, il déverrouillera au fur et à mesure des fonds pour justement continuer à avancer. Mais tant qu'il n'avance pas de manière définitive vers ce futur, moi je peux pas commencer à donner de l'argent si le mec, je me rends compte que en fait je suis pas très motivé ou quoi. Non, t'es motivé, t'avances vers le futur, ensemble on peut faire quelque chose ensuite. Si t'es pas comme ça, si t'as pas fait l'avancement, je peux pas commencer à travailler avec toi, je peux pas commencer à te donner de l'argent. Donner de l'argent dans le vide. C'est comme normal, ça. Il faut que le mec avance, il faut que ça envoie quoi. C'est fou ça, c'est fou. Et du coup, qu'est-ce qu'il t'a répondu lui? Il m'a dit ok, et je lui ai donné tout le plan que j'avais pour lui. Et je lui ai dit voilà, si tu fais exactement ça et que tu fais ça tous les jours pendant 2 ans, au bout des 2 ans, tu sauras plus quoi faire de l'argent. Et donc je lui ai dit exactement comment faire. Maintenant, il a juste à le faire. C'est pas compliqué. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais. Tu sais qu'il y avait, je sais pas si vous connaissez, mais Tony Robbins, il y a Tony Robbins qui, quand j'avais été à un de ses séminaires, etc., il disait en gros qu'il avait eu un gros deal avec je sais plus quelle personne quand il était plus jeune. Et le deal s'est pas fait parce que l'entreprise, la chef d'entreprise qui était une femme, elle lui a dit je peux pas faire du business avec quelqu'un qui va donner des conseils à mes managers et qui se ronge les ongles. Et c'est vrai. Hein. Et il avait dit voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que voilà, il faut que je sois exemplaire sur beaucoup de choses et que
en montrant aussi par soi-même l'exemple, ça attire beaucoup plus que par parler, quoi. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de sujets là aussi sur les réseaux ou même dans la vie en général, ça switch. Il y a 10 ou 20 ans, les experts, on les écoutait parce que c'était des experts qui avaient les diplômes, qui avaient l'expertise, alors qu'aujourd'hui, on s'en fout un petit peu, quoi. Le mec en muscu qu'on va regarder sur les réseaux, c'est le mec qui a les abdos et qui nous a montré qu'il avait les abdos, quoi. Le gars qui est peut-être hyper calé, mais qui n'a pas la preuve sur son corps, bah, on va pas l'écouter. En tout cas, moins l'écouter. Et il y a beaucoup de choses comme ça, je trouve, qui se produisent. Je sais pas ce que vous en pensez. Par l'exemple... Si, mais ça c'est intéressant, tu vois, parce que à chaque fois qu'il y a des mecs qui vont vouloir se lancer un petit peu dans le business, dans la liberté financière, etc., il va regarder plein de vidéos motivation. Et un des sujets ultra récurrents sur ces vidéos motivation et qui me répugne à chaque fois, c'est l'idée du networking. Ils disent, voilà, tu es la moyenne des 5 personnes par lesquelles tu passes le plus de temps. Voilà, le fameux, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et quand je mets ce genre de story, parce que c'est vrai pour le coup, quand je mets ce genre de story et que je dis, ben voilà, tu dois passer ton temps avec des mecs qui gagnent plus d'argent que toi si tu veux gagner plus d'argent que toi-même. C'est vraiment aussi simple que ça. Et ils me disent toujours, ben moi je peux pas en fait, mes amis ils sont pas motivés à faire ça, ou comment est-ce que tu fais pour arriver dans ce groupe de personnes qui gagnent justement plus d'argent que toi. Et c'est assez marrant parce que tu n'y arrives pas dans ce groupe en fait, on t'invite dans ce groupe. Et on t'invite dans ce groupe parce que tu es justement la personne que les gens ont envie d'inviter et que les gens ont envie d'avoir à l'intérieur de leur groupe. Donc si tu es avec que des mecs de 1 million, tu vois, moi j'ai traîné quand j'étais en truc en Espagne. C'est une anecdote assez intéressante. Au Capital Club en Espagne, il y avait, pour y aller à ce Capital Club, il fallait payer 15 000. Et il y avait beaucoup de mecs à l'intérieur de ce truc-là qui étaient vraiment, vraiment d'une très très riche, de deux dans des secteurs bien différents, et de 3 qui avaient une grosse ambition. Et pour le coup, je remplissais ces 3 critères, mais en fait, on n'était pas forcément dans la même façon de penser. Et c'est un peu une des seules fois sur les dernières années où je me suis senti petit, on va dire, par rapport à eux. Et ça, t'adores ça, toi. Tu m'avais déjà dit, moi, je veux être le plus petit de la pièce, quoi. J'aime bien ça. Si je suis plus gros, c'est pas bon. Pas la bonne pièce. Ouais. Et j'aime bien ça. Et en même temps, il y avait aussi la barrière de la langue, parce que forcément, moi je suis français, il n'y avait aucun autre français là-bas. Il y en avait un autre, mais c'était franchement pas ouf. Et les autres, ils sont tous, ils parlent tous anglais. Et mon accent, ça collait pas forcément. Donc bref, je reviens à ce groupe de personnes et à cette idée de networking et comment on fait pour entrer dans le groupe des 5 mecs qui gagnent plus d'argent que toi. Je me suis rendu compte, en fait, à la fin du séminaire, que les gars, ensuite, ils se revoyaient, que ce soit à Dubaï, que ce soit à Miami, que ce soit à Amsterdam, que les gars faisaient en sorte de se mettre ensemble ensuite, alors qu'ils s'étaient connus pour la première fois à cet endroit-là, mais que moi, j'étais pas invité à ces trucs-là. Et que mais non. Les trucs... Comme les booms à l'école, quoi. On t'avait pas invité à la fête d'anniversaire. Ouais. C'était le vilain petit canard. Terrible. Peut-être que c'était le vilain petit canard, ou peut-être que les mecs n'ont pas su... parce que savoir comment t'inviter. Ouais. Ceux qui se retrouvent ensemble, en règle générale, ceux que j'ai pu voir qui se retrouvaient ensemble et qui se connaissaient pas au début, c'était des mecs du e-commerce. Ah, d'accord. Donc, évidemment, que de e-commerce avec e-commerce, que crypto avec crypto, que trading avec trading. Et pour le coup, la crypto, à ce moment-là, quand on était au mois de juillet, les mecs, sur 100 personnes, il y en avait 95% qui n'étaient pas dans les marchés. 95% qui n'étaient pas du tout impliqués. Pourtant, ils avaient fait de l'argent avec le dernier bull run, avec le dernier marché haussier. Mais dans ce marché-là, ils n'avaient même pas commencé à mettre de l'argent. Ah, ok. Donc, c'est intéressant. Moi, en tant que mec crypto, pourtant, à chaque fois qu'on venait me voir, je leur disais, voilà, prends cette crypto-ci, prends cette crypto-là, prends cette crypto-ci. Elles ont toutes fait 2 fois 2 fois 3 fois 4 depuis. Et les mecs, en tant que Français, dans la crypto, c'était un cercle où je pouvais pas entrer. Mais si tu commences à me mettre dans un cercle crypto français avec que des mecs qui parlent comme moi, là, je peux commencer à monter les échelons. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer avec beaucoup, on va dire, d'influenceurs français qui sont dans la crypto, qui veulent bien que je rejoigne leur groupe ou qui veulent bien rejoindre mon groupe. Donc comment on fait pour se mettre à la moyenne des 5 personnes qui te rejoignent, qui va te tirer vers le haut? Tu deviens cette personne-là que les gens ont envie qu'elle tire vers le haut. Soit tu as une cinétique de croissance élevée, c'est-à-dire que pour l'instant, tu gagnes, disons, 2 000 € par mois, mais tu sais et tu es capable de gagner 10 000 dans 2 mois, et tu sais que tu es capable de gagner 100 000 dans un an. Cette sorte de cinétique, de vitesse, d'accélération, les gens, ils s'en rendent compte et ils ont envie, du coup, de te prendre à l'intérieur de leur groupe, parce qu'ils disent, je sais que ce mec-là, dans un an,
il va gagner 100 fois plus que ce qu'il est en train de gagner aujourd'hui. Donc moi, j'ai envie de participer un petit peu, parce que je sais que je ne serai pas suffisamment capable de gagner la même somme que lui dans un an. Mais si je peux un petit peu taguer au fur et à mesure, faire le relais avec lui, essayer de gagner un petit peu son attention, je sais qu'à un moment ou à un autre, je pourrais apprendre de lui. Donc pour l'instant, il est au-dessus de toi, le mec, la moyenne des 5 mecs, mais dans le futur, c'est toi qui seras au-dessus. Et c'est comme ça que tu peux grimper et faire des ricochets sur le succès. S'adapter pour dominer. C'est incroyable parce que moi, il y a beaucoup de choses. Déjà, quand tu dis qu'en gros, bah, moi je suis crypto et que les autres c'était e-commerce et voilà, ils m'ont pas invité, c'est fou parce que tu réussis largement là-dedans. Et en fait, les gars, ils sont pas forcément associés à un truc qui leur parle pas, auquel ils ont pas envie de s'investir. Donc, ça, c'est intéressant de vous dire aussi ça. Les gens s'associent avec ce qui leur ressemble de manière générale. Et pour juste revenir à l'histoire des 5 personnes, je sais pas où vous en êtes, mais moi j'ai observé, j'avais une théorie là-dessus. J'avais fait une théorie, c'était quand j'étais un peu plus jeune. En fait, j'observais les SDF. Et je me disais, les SDF, c'est marrant parce qu'à chaque fois, en fait, beaucoup, ils restent en groupe. Et même s'il y en a un qui va avoir du boulot, etc., il finit par revenir. Alors, je vais pas faire de... Attention, hein, mais je veux dire... Très souvent, ils ont des galères, ils reviennent à la rue où ça arrive. En tout cas, j'en ai connu moi personnellement. Alors, peut-être c'est l'exception, mais j'en ai connu qui revenaient dans leur groupe de SDF. Et en fait, c'est un peu, je trouve, comme dans le cercle d'amis, c'est-à-dire que déjà, là aussi, j'ai l'impression que les gens veulent que tu réussisses, mais jamais plus qu'eux. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, en fait, les gens, ils vont pas changer d'amis. Ils vont pas changer de cercle pour obtenir autre chose parce que quelque part ils ont peur de perdre aussi leurs amis. Il y a une histoire d'attachement et leurs amis aussi vont leur envoyer ça. Il y a ce truc là, j'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à switch de cercle. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que dès qu'il y a une évolution, le cercle bouge un petit peu et du coup ils n'ont pas envie de perdre ça. Il y a très peu de gens qui ont les coronesses, on va se le dire, d'être prêts à sacrifier des relations sociales, à se retrouver seuls et vivre de nouvelles choses plutôt que de garder leur confort amical. Ah oui, mais je le connais depuis 20 ans. Oui, tu le connais depuis 20 ans, mais concrètement, il t'apporte quoi dans ta vie de tous les jours? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça et du coup, ils vont pas vers d'autres choses. Et même s'ils y ont accès, bah, ils vont voir une fois, mais ils vont dire, bah voilà, c'est pas mon identité. Ils sont attachés à une identité. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça t'est arrivé, toi? C'est très, très intéressant. Et justement, je vais rebondir sur mon expérience personnelle par rapport à ça. Je vous l'ai dit dans le dernier live, j'étais 10 ans militaire. J'habitais en région parisienne avant, donc j'avais tout un groupe d'amis, ça faisait 10-15 ans qu'on se connaissait. Je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui m'ont tourné le dos quand je suis parti à l'armée. J'ai pas baissé les bras, j'avais mon idée, je voulais le faire. C'est très très dur de se dire, je pars, je perds 90% de mes amis. Très clairement, je peux comprendre que les gens aient peur de ça, de se dire, en fait... Je pense que l'être humain a besoin de son petit confort et se conforte là-dedans, justement. Il reste dans ce petit confort, dans ce petit cocon qui, malheureusement, va l'empêcher de step up. Je ne vais pas acheter des fleurs ou quoi. Moi, j'ai step up de fou en allant à l'armée parce que j'ai rencontré plein de nouvelles personnes qui sont devenues des frères. J'ai pu apprendre de nouvelles choses. Quand j'ai découvert la crypto avec toi, Steve, je me suis dit, ouais, c'est génial, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse. Mais... Voilà, comme je vous ai dit, il y en a qui m'ont soutenu et il y en a qui ont dit « Mais attends, tu pourrais rester avec nous. » J'ai dit « Non, les gars, non. Si tu restes dans ton confort, tu n'avanceras jamais. Tu ne pourras jamais aller au niveau supérieur. Tu parlais des niveaux... un jour, j'atteindrai le niveau 90. Je pense que j'en suis encore très loin. Mais si tu veux avancer, malheureusement, comme on l'a dit la dernière fois, il faut se bouger le cul, il faut prendre des risques. Tout simplement. Donc très intéressant comme point de vue. Et parfois aussi, et c'est dur à entendre, mais parfois aussi il faut payer aussi l'entrée. Très clairement, très clairement. Je pense là-dessus, alors comme je l'ai dit, 99% du savoir est sur le net. L'entrée, chercher. L'entrée de quoi? Dans les clubs, etc. L'entrée dans les clubs, dans les formations. Si tu veux du qualitatif, il va falloir payer. Mais moi, ça, il n'y a pas le choix. Moi, j'y crois absolument pas à ça. Alors, je parle pas pour le club privé parce qu'il y a de la valeur ou les choses où tu payes un service. Ça, pas du tout. Mais tous les trucs de networking, entre guillemets, moi, j'y crois pas du tout, du tout. J'ai vraiment, dans ma tête, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Parce que tous les gens que j'ai vus qui, en général, veulent faire du business, ils veulent te gratter quelque chose et après, ils te donnent. Et il n'y a pas ce truc naturel, etc. Et je pense que les plus belles rencontres que tu fais, elles viennent, comme tu dis, par la valeur que tu apportes déjà, l'énergie. En fait, il faut que les gens sois attiré par ta réalité, sois attiré par qui tu es, naturellement. Et là, tu vas attirer des gens. Mais le fait de te dire, je vais rencontrer des gens
qui vont échanger, etc., juste business, ça marche pas. Pour faire ça, il faut déjà sympathiser. Les plus gros contrats dans n'importe quelle société où il y a des commerciaux, s'il y a des commerciaux qui nous écoutent, je sais très bien comment ça se passe, les amis. Vous leur parlez pas de contrat, vous leur faites des soirées en boîte, vous les emmenez au restaurant, vous sympathisez. Les homards. Voilà. Vous allez dans des soirées sympathiques et voilà. Et ensuite, vous faites du business. Et les plus grands de ce monde font ça. Donc, je pars vraiment du principe que apporter juste de la valeur et un échange de valeur, l'être humain est trop émotionnel et ça marche pas. Et à chaque fois que j'ai voulu rejoindre des choses comme ça, voilà, moi, je prends l'exemple de quand j'étais thérapeute au tout début, je rejoignais une association de thérapeutes. Je voyais que tout le monde était dans l'attente comme des enfants de se dire ah, qu'est-ce que tu vas m'apporter, mais personne n'avait rien à apporter. Oui, parce que c'était des bolos. Chacun. Pas des bolos, on va pas dire ça, mais voilà. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Et toi qui nous regardes ici présent, tu vas tomber face à des événements de networking, etc. Mais à l'intérieur, t'as que des bêtas. T'as que des bêtas à l'intérieur de ce genre d'événements-là. Et même, les mecs qui présentent, c'est des bêtas. Tu te retrouves face à un truc, déjà qui est un événement qui est gratuit. Tu te retrouves face à des mecs qui montent sur scène et qui ont juste envie de te vendre un truc, un package à 1500 €. C'est clair. Donc t'es dans un événement gratuit avec un mec sur scène, soit t'as jamais entendu parler, soit qui essaie de te vendre un truc. Ça, c'est que des trucs de bêta. Là, pour rebondir là-dessus, moi, jamais fait d'événement networking. J'ai jamais payé, je me suis jamais même présenté à quel que soit comme événement networking. J'ai toujours considéré la même chose que toi. Pour moi, c'est toujours des bolos. C'est toujours des mecs qui sont perdus dans la vie. Et les mecs qui présentent, c'est toujours des mecs qui sont aussi perdus dans la vie, mais ils ont envie de prendre ton argent pour être un peu moins perdus. Par contre, là, le truc de Capital Club, les 15 000 € que j'ai payés, il n'y avait que des mecs qui ont payé 15 000 €. Donc il faut les sortir, les 15 000 €. Bien sûr. Et à l'intérieur, tous les mecs, tu pouvais considérer qu'ils avaient un business rentable, forcément, parce qu'il faut bien les payer les 15 000. Tu t'as pas payé 15 000 juste pour voir des gens, tu peux préciser. Capital Club, pour ceux qui connaissent pas, il y a des conférences, il y a tout un tas de choses, il y a de la valeur ajoutée, voilà. C'est pas juste des gars qui se rencontrent et qui parlent, c'est ça pour aussi. Pour le coup, il y a de la valeur ajoutée, il y a des conférences. J'ai trouvé que les conférences étaient franchement nulles. Franchement nulles. Okay. Franchement, les mecs qui passaient sur scène, c'était que des trucs que je savais déjà. Il y avait aucun deep dive, donc il y avait aucun truc. Si tu veux gagner, si tu veux passer de 100 000 à 10 millions sur ton business, voilà exactement les 5 étapes à faire qui existent. Ce genre de truc existe, et ce genre de truc, littéralement, il faut payer. Parce que si tu donnes des 5 étapes pour gagner 1 million, forcément, le mec, à un moment donné, il va te dire, voilà, tu me payes 100 000 et je te dis comment gagner 1 million. Parce que c'est possible et c'est vrai. Mais dans les conférences, il n'y avait absolument pas ça. Et la seule plus-value qu'il y a eu, c'était de découvrir ces autres gars. La communauté qu'il y avait à l'intérieur, c'est 100 mecs qui ont payé ce 15 000. Parce que ces gars-là, ils ont tous un business rentable. Et moi, depuis que je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux, du coup, à l'intérieur de ces 3 jours. J'ai beaucoup discuté avec eux. Et tu disais tout à l'heure que il y a toujours des mecs, dans les conférences, il y a des mecs qui veulent gratter sur toi, mais sans offrir en échange. Oui. Et en fait, ça peut être le cas qu'ils veulent gratter sur toi, mais là, c'était échange de bons procédés. Et en plus, il y a un truc qu'ils peuvent pas gratter sur toi, c'est les idées. Ils te donnent des idées, tu leur dis comment toi tu fais le business. Et j'ai posé cette question à 2 ou 3 mecs de crypto, comment toi tu fais le business. Et c'est marrant parce qu'ils faisaient pas du tout le business comme moi. Genre vraiment pas comme moi. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant ça, leur façon de faire. Et moi, j'étais déjà un peu plus évolué qu'eux, on va dire, dans le sens où eux, ils ont aucune communauté, etc. Tout leur business, ça se passe à travers les pubs Facebook et ils sont incapables de développer une communauté. Et je me suis dit, mais c'est marrant, c'est quoi ton business? Et ils m'ont donné leurs idées de business et je me suis dit, mais tiens, il faudrait peut-être que je mette ça en place pour Ulistif. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis, le business Ulistif, il a presque doublé depuis ces 3 jours. Et je me suis dit, tiens, si j'étais pas allé là-bas, en fait, je l'aurais pas fait pareil. Je l'avais déjà l'idée, parce que je suis arrivé là-bas, j'avais déjà 30% du travail qui était fait. Et en fait, leur parler à eux, ça m'a dit, mais tu pars sur une mauvaise chose. Tu devrais partir plutôt sur ça. Et c'est sur ça que je suis parti à la place et ça m'a beaucoup aidé depuis, quoi. Hyper intéressant, je trouve aussi le fait juste d'être parfois en connexion avec des gens. Ouais. Le fait d'être, pour le coup, énergétiquement, on en parlait un peu au podcast, mais au premier podcast, mais le fait d'être des fois juste connecté à des gens qui sont d'un autre milieu, les idées viennent. Ouais. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je suis sûr, vous avez un problème, vous posez la question, quelqu'un veut vous aider, vous dites non. Bon, vous lui racontez le problème au bout d'un moment et vous trouvez la solution tout seul. Juste parce que vous l'avez formulé ou vous avez été connecté à quelqu'un qui pense un peu différemment, il vous a même pas trouvé la solution, mais il y a un truc qui s'est produit. Et je crois vachement aussi dans ça. Pour évoluer, c'est bien d'aller
rencontrer soit des gens ou de se mettre, voilà, si vous êtes un rhinocéros et que vous voulez devenir, je sais pas, un aigle, il faut se mettre dans les trucs d'aigle. Donc c'est ce truc-là, moi j'aime bien mettre dans des lieux luxueux. Non pas uniquement parce que c'est génial, mais parce que je trouve que le fait d'être dans une vibe d'abondance, c'est hyper positif. Quand on voit à la télé, quand on écoute les gens, etc., la vie est dure, la vie est très compliquée. Voilà, moi dans mon histoire personnelle, j'ai eu un père qui me disait souvent c'est dur, il faut se battre, le monde est négatif, etc. Et c'est vrai que j'ai eu aussi utilisé ce moyen comme tips de me mettre dans des gens qui n'ont pas du tout cette vision du monde pour me dire mais ça existe en fait. Et le fait d'être là-dedans, juste connecté à ces gens-là et parfois sans discuter, juste un sourire, juste une manière de penser différente, et ben des fois ça débloque des trucs. Je trouve que ça débloque aussi vachement le fait d'être connecté à des gens qui n'ont rien à voir ou qui ont step up déjà autre chose. Ouais. Et tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai vu un TikTok la dernière fois d'un gars qui fait du car spotting. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler de car spotting. Pas du tout. T'imagines, c'est les gars qui sont soit à Monaco, soit à Cannes, soit, disons, à Dubaï, soit dans toutes ces villes-là où il y a vraiment des voitures de riches, en fait. Tout ce qui est Bugatti, tout ce qui est Ferrari, blablabla. Et en fait, c'est intéressant parce que moi, je trouvais que c'était un passe-temps absolument débile. Tu filmes une voiture qui passe, une Ferrari, tu passes une Bugatti, etc. Tu fais des montages dessus. Tu les mets sur TikTok, tu les mets sur Insta et t'espères avoir des likes, et t'espères avoir une communauté avec derrière, mais il n'y a absolument rien à tirer de ce genre d'accomplissement parce que je trouve que c'est nul ce genre de vidéo, ça sert à rien quoi. Mais le mec en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que il fait du car spotting et ensuite il va voir les mecs qui ont les Bugatti, les mecs qui ont les Ferrari, qui ont tout ça, excellent, les Bentley, d'accord. Et il leur dit si vous voulez, je vous envoie la vidéo. Et du coup le mec il dit je veux bien la vidéo. Très malin. Donne-moi ton mail si tu veux la vidéo. Bah ouais. Et le mec, il a tous les mails de dizaines et de centaines de mecs qui ont des Bugatti, des Ferrari, etc. Incroyable. Que des mecs qui pèsent. Et puis ensuite, il essaie de faire un business avec ça. Pas en revendant les leads, mais genre, voilà, j'ai une idée. Est-ce que je peux venir travailler chez vous, etc. Parce que les mecs, ça c'est intéressant aussi, mais les mecs qui ont beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils vendent ces mails ou pas? Non, non, ils les vendent pas. La base de données, là, ça doit y aller. Parce que les mecs qui ont beaucoup d'argent, les mecs qui ont des Bugatti, les mecs qui ont des Ferrari, les mecs tout ça, tu crois ils ont vraiment pas genre 10 000 euros à perdre? Bien sûr. Ils ont vraiment pas 10 000 euros à donner à un mec qui allait les voir et qui filme leurs vidéos et qui se dit pourquoi pas tenter ma chance avec ce gars-là, il essaie de faire un business, pourquoi pas tenter ma chance à lui passer 5 000 ou 10 000. Même moi j'ai 10 000 euros à perdre comme ça et je les ai perdus plus d'une fois d'ailleurs. Et comme ça, donc les mecs qui ont des Bugatti, t'inquiète pas, ils ont 10 000 euros à perdre pour rien quoi. Totalement. Je trouve ça très intéressant. Je t'interromps 2 secondes parce qu'on a parlé un petit peu des réseaux sociaux, on a un petit peu parlé des parents. Tu as mis une story il y a quelques temps. Ouais, peut-être. Je l'ai screené parce que c'est un truc qui m'a un peu marqué. Je pense qu'elle a dû marquer beaucoup de gens. Je cite: on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, mes parents me disaient. Depuis tout petit, j'ai jamais voulu croire à cette phrase et je leur répondais: moi je ferai ce que je veux dans ma vie. Force est de constater que cette croyance limitante n'a jamais pénétré mon esprit. Magnifique. Non, franchement, c'est une belle phrase. C'est une magnifique phrase. Moi, ça m'a fait réagir direct. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, mais si, c'est une très belle phrase. Pour le coup, elle me touche pas mal parce que c'est une phrase qui revenait très souvent à l'intérieur de ma maison. C'était genre, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. À chaque fois que je voulais un truc ou quoi, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Et chaque fois, putain, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, chaque fois qu'on me disait ça, je leur disais, mentalement, je me disais dans ma tête, va te faire foutre, tu vois. Il me regardait, mon père qui me disait ça, ou ma mère qui me disait ça, et dans ma tête, je me suis dit, mais va te faire foutre, tu vois, tu comprends rien à la vie. Et pourtant, j'avais 8 ans. Et je me suis dit, mais tu comprends rien à la vie, et je me suis toujours dit, depuis ce jour-là, moi, je veux faire ce que je veux de ma vie, et puis aujourd'hui, je fais ce que je veux de ma vie. Et c'est le genre de choses qui a pas réussi à pénétrer dans mon esprit. Je pense que c'est le genre de choses qui doit pas réussir non plus à pénétrer dans ton esprit. Et tu vois, le mec, on reparle encore des montres, parce que c'est un sujet récurrent. Il devait aller filmer. Il devait aller filmer certaines vidéos, des types de vidéos, etc., un peu spéciales. Et pour ça, il a besoin d'un collègue. Il peut pas le faire tout seul. Il a obligatoirement besoin d'un collègue pour filmer ce genre de truc. Pas forcément obligatoirement, je vais y revenir, mais il a besoin d'un collègue. C'était le plan, c'était un collègue. Et il me dit, j'ai demandé à mon collègue, problème, il est pas dispo. Il a des partiels ou il a des cours à réviser. Il est pas dispo pour la date. Comment est-ce que je fais? Il est hyper jeune alors. Il est hyper jeune. Ouais. Ok. Et il me dit même pas comment est-ce que je fais. Il me dit, du coup, je peux pas. Je lui dis, gros, c'est pas je peux pas, c'est comment est-ce que tu fais. Et à partir du moment où dans ton cerveau, tu vas
reframe l'imagination, tu vas reframe tes cellules nerveuses à te dire, au lieu de te dire je peux pas, de te dire comment est-ce que je peux. Putain, il y a rien que tu puisses pas faire. Clairement, c'est un truc de fou parce que alors moi j'ai eu les deux leçons. Vas-y. Et du coup, il m'a dit mais je vais acheter un trépied. Bah voilà, c'était pas si compliqué que ça au final. Moi je vais rebondir là-dessus parce que c'est un truc de fou. Moi j'ai eu les deux leçons par mon père. J'ai jamais eu d'argent de poche, j'en ai réclamé, mon père m'a regardé et m'a dit tu veux de l'argent de poche? Bah va travailler. J'avais 12 ans. Il m'a dit tu veux de l'argent de poche, va tondre la pelouse. Ok, je suis allé tondre ma pelouse. J'ai fini de tondre la pelouse, je suis allé le voir, ça y est, j'ai fini, je veux mon argent de poche. Non, c'était ton loyer ça. Sympa. Ok, donc déjà, Sympa. première claque dans la gueule, tu sais, tu viens de t'en prendre une, t'auras pas d'argent de poche comme les copains, mais déjà, leçon de vie. T'es à la maison, tu payes ton loyer, vu que tu veux de l'argent de poche. Ok, je fais comment pour avoir de l'argent? Moi, j'étais fan de la série Stargate, il y avait les DVD qui sortaient au bureau de tabac, et je voulais les avoir, quoi. Père, il me dit, bah, t'as tondu la pelouse à la maison, va voir les voisins, et tu leur proposes de tondre la pelouse pour qu'ils te payent les DVD Stargate. Il y en a beaucoup qui ont des pelouses. Il y en a beaucoup qui ont des pelouses. Bah, on avait une quinzaine de maisons, bah, je faisais toutes les maisons, les maisons. Double leçon, tu vois. Donc, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Là, il me l'a dit très clairement, mais derrière, il m'a donné la leçon. Ça, c'est une chance que j'ai eue, d'avoir un père qui me dit ça comme ça, franchement, truc de fou. C'est pour ça que je voulais rebondir aussi là-dessus. Je trouve ça ouf que des parents puissent te dire, t'auras pas tout ce que tu veux. Ok, mais donne la leçon. J'ai pas de leçon à donner aux parents, j'ai pas d'enfants. Mais... bien sûr. Encore une question d'éducation, comme on en a parlé au dernier, c'est toujours avancer. Ne pas laisser les choses telles qu'elles sont. Essayer de se sortir les doigts, comme on en parlait. Et c'est bien parce que moi, je suis en train de réfléchir. Tu vois, j'ai maintenant 29 ans. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai 29 ans. Et je me suis toujours dit, pas toujours évidemment, mais je me suis dit depuis quelques années, voilà, j'aurai pas d'enfant tant que je serai pas à la retraite. Ça, c'est un peu ma règle ultime pour les enfants. J'ai dit, j'aurai pas d'enfant tant que je serai pas à la retraite. Alors évidemment, dans ta tête, tu te dis la retraite, c'est à 65 ans. Mais dans ma tête, la retraite, c'est pas à 65 ans. C'est la liberté. Voilà. Dans ma tête, la retraite, c'est la liberté financière. Alors, j'ai déjà un plan évidemment bien précis de ce à quoi ça peut ressembler la liberté financière. Évidemment, je l'ai déjà aujourd'hui, mais un truc un peu plus pérenne qui puisse durer jusqu'à mes 95 ans pour ensuite avoir un enfant et pour ensuite être à la retraite et avoir un enfant. Et ça, c'est un truc où je me suis dit, voilà, tu peux pas avoir d'enfant si t'as pas la capacité de l'éduquer. Et tu peux pas avoir la capacité de l'éduquer si tu t'es même pas éduqué toi-même. La liberté financière, à mon avis, c'est important pour tout le monde. Tout le monde, à un moment ou à un autre dans sa vie, se dit j'aimerais bien soit avoir un peu plus de temps, soit avoir un peu plus d'argent. Je connais personne qui n'arrivera pas à cette conclusion dans sa vie. Donc, la liberté financière, si tu veux avoir des enfants et si tu veux les éduquer correctement, il faut d'abord t'éduquer toi. Parce que les problèmes que tu as, toi, et les peurs que tu as, toi, face aux actions de la vie de tous les jours, c'est les trucs que tu donneras à tes enfants. Et tu n'as pas forcément envie de donner les moins bons aspects de ta vie à tes enfants. Mais bien sûr, c'est marrant que tu dis ça parce que moi c'est pareil de tout temps. Je sais pas si je vais avoir des enfants, mais je me suis toujours dit si j'en ai, il faut que je sois extrêmement libre financièrement, ça viendra jamais avant. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se disent ça, qui disent quand j'ai un travail, bien, mais moi c'est pas un travail, c'est que je veux qu'il manque de rien. Quand tu racontes le truc de ta famille un petit peu, où ils vont te répéter tu fais pas ce que tu veux dans la vie, etc. Moi, ça me fait penser un peu à la musique de DC, c'est dans tes rêves, tu vois. Moi, c'est l'inverse, pour le coup. J'ai eu mes parents qui me limitaient pas trop, enfin, ils me disaient rien, en fait. Ils me disaient pas, c'est impossible, ils étaient plus basés sur l'ouverture, on va dire. Par contre, j'avais pas... j'avais autour de moi des exemples un peu différents, où moi, par contre, là aussi, il y a un point commun, c'est que moi, on me répétait souvent... papa il travaille, donc tu sais c'est normal, tu peux pas l'appeler, tu peux pas le voir parce que il y a besoin qu'il paye ça. Donc très vite en fait j'associais quelque chose de négatif par rapport à l'argent et très vite je me disais ok c'est ça la société. Et moi à 8 ans je disais à ma mère, je répétais à 8 ans, je ferai 2 fois moins d'études, puisque mon père a fait 12 ans d'études pour l'anecdote, je ferai 2 fois moins d'études, je gagnerai 2 fois plus et j'aurai 2 fois plus de temps. Bon, j'ai pas 2 fois plus de temps, mais je me suis toujours fait cette promesse de ne pas y croire non plus, de me dire ce qu'on me raconte, c'est du bullshit. Et véritablement, je pense, pour switcher sans switcher de sujet, tout ce que vous allez vous
répéter comme un mantra, ça sera votre vérité. Ouais. Les gens qui ont des dépressions et qui veulent y refuser au bout d'un moment, ça peut marcher aussi. Quand vous êtes persuadé de quelque chose, de positif ou de négatif, tôt ou tard, il y aura quelqu'un qui viendra. Il y aura une opportunité qui viendra. Il y aura ça qui va s'expérimenter dans votre vie. Et ça, c'est fort de pouvoir se dire, à un moment donné, tout ce que je vis, j'ai une part de responsabilité là-dedans. Je ne peux pas me mettre 100% victime, etc. Donc là, t'en es l'exemple en disant, voilà, moi j'ai refusé, alors que pourtant m'avait asséné que la vie, c'est des sacrifices entre guillemets, on fait pas ce qui nous plaît. Non, t'as prouvé le contraire. Et peut-être que même t'as aidé aussi. Parce que moi, j'ai ce truc-là aussi de dire, tu vois, en montrant ça, quelque part, ça montre aussi, parce qu'il y a aussi d'autres générations, où voilà, on leur répétait, faites des études, faites un travail, entre guillemets, alimentaire. Ils vivaient pas vos rêves, quoi. Et là, aussi, peut-être qui regardent que, tiens, mon fils, il s'épanouit, il fait ce qui lui plaît, ça peut leur envoyer des choses hyper positives. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui vont se reconnaître dans ce qu'on vient de dire. Mais c'est ça. C'est pas croyez en vos rêves, le truc bidon, mais c'est en gros, si vous êtes déterminé et que vous refusez ce que l'environnement vous dit, l'environnement, c'est vous. C'est vous, l'environnement. Faut pas se contenter. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui bossent sur Paris, ils ont tous cette même phrase. Métro, boulot, dodo. Ouais. C'est quoi ça ? Ça m'insupporte. La même chose sans le boulot et sans le métro. Tu te confortes dans ton petit machin, là, dans ton petit travail, tu prends ton métro tous les jours, tu dis bonjour à personne. La vie, c'est pas ça la vie. Non. C'est pas ça la vie. Non, c'est pas ça les instants. Donc, non, ça me rend fou, quoi. Et je vous rejoins totalement. Ce que tu dis là, j'ai une personne de ma famille là, qui, quand tu dis on devient ce que l'on pense. Ça, c'est une phrase de Earl Nightingale qui dit on devient ce que l'on pense, we become what we think about. Et de Siddhartha, Bouddha, 5000 ans avant Jésus-Christ. Peut-être qu'il était là avant. Peut-être qu'il était là avant. Et ça, c'est une anecdote d'une personne que je connais. Et c'est l'anecdote la plus fascinante et la plus vraie que j'ai jamais entendue par rapport à cette phrase. C'est une personne qui avait beaucoup de poids en trop, genre 120, 125 kilos, quelque chose comme ça. Elle a subi une opération il y a 6-7 mois, réduction de la panse ou quelque chose comme ça. Et maintenant, en 6-7 mois, elle est passée de 122, 125 à 79. Donc elle a perdu énormément, cette personne-là, elle a perdu énormément de poids, 40 et quelques kilos. Okay. Et le problème, et il y a un problème, c'est que maintenant, cette personne-là, elle perd genre 3 kilos par mois. Mais elle est à 79. Donc 3 kilos par mois quand tu es à 125, ça va. Mais 3 kilos par mois quand tu es à 79, et il commence à... Tu vois, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. C'est clair. Et le corps ce qui ne va pas, c'est que ça ne s'arrête pas. Ça continue de baisser, ça continue de baisser, ça continue de baisser, et ça prend la même ampleur à 120 kilos pour perdre 5 kilos qu'à 79 pour perdre 5 kilos. Donc, et comment ça se fait ? Et c'est là que c'est fascinant. Elle devient ce qu'elle pense. Et quand elle avait du poids en trop, elle disait je ne peux pas maigrir, c'est impossible, c'est dans mes gènes, je ne peux pas maigrir. Il y a l'opération qui s'est passée. Maintenant elle se dit je ne peux pas prendre du poids, je ne peux pas manger. Incroyable. Et elle perd tous les jours du poids, littéralement, comme si elle ingérait aucune calorie par jour. Parce qu'elle perd à peu près 1200 calories par jour. Pour une femme qui ne bouge pas beaucoup, 1200 calories par jour, c'est littéralement la dépense de tous les jours. Voilà, la dépense énergétique, sans rien faire, tu dépenses à peu près 1200 calories par jour. Et elle dépense 1200 calories par jour en mangeant, sans bouger. C'est incroyable. Donc elle ne mange pas. Donc d'un côté, elle disait je ne peux pas maigrir, et maintenant elle dit je ne peux pas grossir. C'est fou comment ça switch les choses. Et c'est véridique. Je pense aussi, il y a les actions qui font ça, mais il y a un vrai côté psychologique sur ça. Moi, j'avais une anecdote sur ça quand je lisais un livre de toujours Tony Robbins qui racontait que, en gros, il y avait un marin qui était dans une soute et dans la soute, en fait, c'était une soute réfrigérée. Et il était enfermé là-dedans. Et le truc, c'est que il grelottait, il était en hypothermie, etc. Et quand il est sorti, parce qu'il y a des gens qui sont venus l'aider au bout d'un moment, ils ont vu le gars en hypothermie, quoi. Ils lui ont mis des soins, etc. Sauf qu'ils se sont aperçus que ça marchait pas du tout, en fait. La soute, elle n'avait pas du tout l'électricité pour réfrigérer. Donc le mec, il s'était mis dans la tête aussi. Il fait froid et il s'est créé ce truc-là, sûrement dû à la panique, voilà. Mais il s'est créé ce truc-là et ça, c'est hyper important de se dire aussi. Clairement, on crée
ce que l'on vit. Nos pensées influent directement, concrètement, tous les jours ce que l'on vit. Alors, moi, les trucs de bullshit, pas de pensée négative et tout, ça non. Je vais pas faire un long débat là-dessus, mais l'ombre et la lumière, ça fait partie du game. Il faut être avec les deux. On en a parlé au premier podcast, la négativité, elle peut être utilisée pour quelque chose de super positif, mais par contre, c'est sûr, si vous répétez tous les jours j'ai peur qu'il m'arrive ça, bah, ça va vous arriver. Hein. Et si vous répétez tous les jours j'ai envie qu'il m'arrive ça, ça va vous arriver aussi. De toute façon, c'est très simple. Hein. Il suffit de regarder les animaux. Hein. Vous voyez, s'il y a un chien, il va vers qui? Ceux qui adorent les chiens ou ceux qui en ont peur? Ceux qui s'en foutent, il va même pas les voir. Donc très clairement, hein, vous attirez à vous aussi concrètement dans la matière. Parce que ce que vous émanez dans vos pensées, de votre être, quoi. Ouais. Et par rapport à tout ça, pour ceux qui regardent, évidemment, je voudrais donner juste une pensée, parce que le cerveau n'est pas capable de se rappeler et de retenir plusieurs choses en même temps. Donc je te donne juste une pensée qui, pour moi, est ultime en termes de réussite. Si tu veux enlever toutes les autres pensées, soit les pensées négatives, soit les pensées limitantes de ta tête, la pensée principale que tu dois avoir, c'est: au lieu de dire je peux pas, comment est-ce que je peux? Parce que celle-là, elle va te permettre d'anéantir toutes les autres pensées limitantes. Donc si tu veux te concentrer sur un seul truc, pour ne plus avoir ces pensées limitantes, tu te concentres sur une seule, celle-là, je peux pas, qui se transforme en comment est-ce que je peux? Et tu verras que d'un coup, tu te retrouves, t'étais avec une trottinette électrique qui était à 15 km/h, et maintenant, bah, tu te retrouves avec une moto entre les mains, quoi. Focus-toi sur tes problèmes et tu auras plus de problèmes. Focus-toi sur les solutions et tu auras plus de solutions. Ouais. Amen. C'est ouf. Et en parlant de solutions, on en est où du bull run? Exactement. J'allais citer le Dark Pump, ton alter ego, donc le 18 octobre, si ma mémoire est bonne, à 17h. Est-ce que je peux prendre un joint comme Elon Musk comme ça? Ouh, les copains. Alors, qui est le boss? J'annonce le début du bull run en exclusivité. Pour ceux qui sont pas au courant, il y a eu une vidéo là sur YouTube qui a été publiée le 18 octobre. Donc à l'époque, c'était peur ultime. Tout le monde se disait, c'est fini la crypto, ça va monter, ça va descendre jusqu'à 20 000. Moi y compris, je pensais que ça allait descendre jusqu'à 20 000 le Bitcoin. Ce jeune homme, Dark Pump, est arrivé. Il s'est levé. Où est ma cape? Il a posé 2 trucs sur la table. Je te dirai pas ce que c'est parce qu'on est face à un podcast public. Il a posé 2 trucs sur la table et il a dit le début du bull run. Et il m'a envoyé un message qu'il avait fait seulement une seule fois. Avant, depuis 2 ans qu'on se connaît, il a fait ça une seule fois. Il m'a dit, gros, si j'étais toi, je commencerais à en prendre un petit peu quand même. Il m'a envoyé ça le matin. Je me suis réveillé, j'ai eu ça et je me suis dit, putain, c'est bizarre quand même. Il m'a jamais envoyé de message pour me dire achète. Et là, il m'envoie un message achète. Et là, je me suis dit, ok, j'achète. Et du coup, j'ai mis une story. Il a annoncé le début du bull run et en 2 semaines, le Solana est passé de 23 à 46, 47 même comme il avait prédit, et Bitcoin est passé de 26 à 35. Avec tout ça, on a récupéré des centaines et des centaines de milliers à l'intérieur du groupe privé. Et merci beaucoup Dark Pump d'avoir découvert ça et d'avoir mis tes 2 trucs sur la table pour lire. C'est incroyable. Moi, je suis hyper content déjà d'être le premier en France à l'avoir communiqué publiquement. Alors, il y en a plein. Soyons clairs, il y en a plein qui dans l'année ont dit ça va continuer de monter, mais il n'y a personne qui a dit là c'est tout de suite. Il n'y a personne qui a dit ça. Donc, en termes d'investisseurs, on a régalé tout le monde. Ça, c'est magnifique. Et puis, c'est même beau pour la crypto. J'avais pour la petite anecdote, bon, mon analyse elle s'est pas basée sur ça, hein, c'était technique, hein, je vais épargner les trucs techniques, mais voilà, je me suis dit bah de toute façon il n'y a pas d'autre choix. Au bout d'un moment, en fait, pour être honnête, j'avais beaucoup plus de risques à le dire que à la fermer, quoi, parce que au pire ça se produit, je dis de toute façon voilà, on vous l'avait dit il y a tant de temps que ça allait monter, mais faire investir des gens entre guillemets ou pas conseiller, mais dire voilà c'est peut-être un peu maintenant, c'est risqué parce que si ça le fait pas, les gens ils vont se plaindre, ils vont critiquer, etc. Donc c'est aussi pour ça que je pense que d'autres ne s'exposent pas parce qu'il y a une peur de décevoir. Mais moi j'ai pensé différemment. C'est un pari asymétrique dans le sens où tu le fais et tu gagnes x10 en termes de notoriété. Tu le fais et si ça se passe pas, tu perds divisé par 2 en termes de notoriété. Donc c'est un pari asymétrique dans le sens où si ça passe, là il y a vraiment des gros gains. Si ça passe pas,
oh ben c'est pas grave, de toute façon ça viendra plus haut dans le futur. Exactement. C'était un très bon pari asymétrique et il a porté ses fruits de manière inévitable parce que maintenant aujourd'hui dans le groupe privé, sur Ulistif, sur les pages, etc., tout le monde se dit putain il l'a fait quoi. Tu vois. De ouf. Il l'a fait. On va quand même rappeler que tout investissement financier Évidemment. est dangereux, hein, il faut comme le souligner. Ouais. Ce qui est très drôle dans ce truc-là, c'est que, tu vois, moi, quand j'ai voulu le faire, je me suis dit, en fait, je ne me supporterais pas de ne pas l'avoir dit et que ça se produise, ou même d'empêcher des gens de les aider là-dedans. Ouais. Je me serais pas regardé bien, tu vois. J'aurais été vraiment mal. Donc, moi, je fais souvent mes choix comme ça. D'ailleurs, j'ai fait tous mes choix comme ça. Je pense que peut-être toi, c'est pareil, tu vas me dire, et peut-être toi aussi. Moi, je fais toujours mes choix dans ce que je ne dois pas regretter. Quand j'ai changé de copine, j'étais très attaché à mon ancienne copine, une relation de 6 ans, un appartement, beaucoup de choses qui se passaient bien, vraiment beaucoup de qualité. Mais à un moment donné, je me suis dit, si je ne fais pas ça, je vais le regretter. Pour partir à Bali, il y a plein de choses que je dois... Voilà. Je me suis dit, si je ne fais pas ça, je vais le regretter. Quand j'ai parlé du bull run, je me suis dit, si je ne fais pas ça, je vais le regretter. Tu vas avoir Et je veux surtout pas me dire, ah, il y a 1 an, je pouvais faire ça. Parce que je préfère me tromper que me dire ou faire une erreur. Et après, c'est pas grave, la vie, elle est faite d'opportunités. J'ai changé de maison, j'ai changé de ville, j'ai changé de... Peu importe, de travail, c'est pas le bon, je re-switch. Mais par contre, si je l'ai pas fait, tous les jours, je vais vivre dans la frustration de me dire, mais peut-être que c'était ça ma vie qui m'était destinée. Et puis, pour insupportable. rebondir là-dessus, comme on le disait dans le dernier podcast, l'arbre qui pousse jusqu'au paradis a les racines qui descendent jusqu'en enfer. Et justement, de ne pas vouloir regretter et de prendre le risque de déménager à Bali, de quitter cette copine, etc. C'est une porte d'entrée très facile pour descendre jusqu'en enfer. Donc, à partir du moment où il y a un truc qui va t'apporter beaucoup de douleur, c'est, si tu as le bon mindset, si tu as la bonne mentalité, c'est le truc qui t'apportera le plus de douleur, qui t'amènera le plus jusqu'au paradis. Clairement. Donc, a fortiori, toutes les personnes que tu vois aujourd'hui qui sont au paradis, et je pense à des mecs comme Drake, je pense à des gros footballeurs comme Messi, disons, je pense à peut-être même des personnalités politiques, toutes ces personnes-là, si elles sont à la place où elles sont aujourd'hui, c'est qu'elles sont descendues beaucoup plus loin que toi en enfer. Et de partir à Bali ou de quitter ta copine, ça c'est des trucs faciles, entre guillemets, qui vont te faire descendre jusqu'en enfer parce que c'est des trucs que tu peux choisir et qui te font ensuite aller au paradis. C'est Nietzsche qui disait, il faut porter un chaos en soi pour faire naître au monde une étoile filante. C'est beau. Et il y a vraiment ce truc-là, tu cites quelques célébrités, mais moi je suis persuadé que toute réussite provient d'un trouble. Ouais. Toute réussite est exacerbée, on va dire, dans notre société, parce que la réussite, on pourrait faire un débat aussi sur qu'est-ce que la réussite. Peut être juste sa famille, voilà, il y a plein de réussites, hein, la notion de la réussite est personnelle, mais la réussite comme on l'entend dans la société, peu importe. Il y a eu un truc trop douloureux qui les a poussés à exploser, et justement parce qu'ils souffraient trop, quoi. Toujours ce même truc-là, qu'on en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est un levier énorme, hein. C'est un levier énorme, il faut toujours ce truc qui vous fait switch. Est-ce que toi, t'as eu un déclic ou quoi? Moi, qui t'a permis justement d'exploser un truc. Peut-être pas genre vraiment le truc le plus douloureux ou quoi, on veut pas pleurer sur ce podcast. Bien sûr. On veut rire et gagner de l'argent, mais peut-être un déclic important. Le déclic important, alors ça va peut-être faire un peu... non, franchement, si je vais pas rentrer dans trop de détails... ça a été la méditation. Moi, j'ai fait un stage de méditation. En fait, déjà très tôt, mon père faisait de la méditation. Quand je dis de la méditation, alors on s'entend, hein, il y a beaucoup de types de méditation, mais il faisait donc ce qu'on appelle Anapana, donc juste l'observation de la respiration, pas des respirations, mais l'observation. Il m'apprenait ça très tôt, quand j'avais 10 ans. Ton père, il est fascinant, de toute façon. Voilà. Mon père, pourtant, il n'y a rien à voir avec l'Inde ou autre, hein, mais il a toujours été attiré par des choses comme ça. Puis j'ai une mère un peu hippie, on va dire, qui est hyper ouverte à ça. Donc voilà. Donc il m'apprenait déjà ça petit. J'aimais pas trop. Moi, je l'observais plutôt. Il aimait le yoga. Je montais sur ses genoux des fois pour l'étirer, des trucs comme ça. Bref, j'étais attiré par ça. Et après, j'ai lâché. Et dans des phases de ma vie où c'était très dur, où la souffrance était telle que ni la drogue, ni les femmes, ni l'alcool, ni quoi que ce soit ne pouvait plus pallier à la souffrance. Donc la seule et unique moyen que j'ai trouvé, c'est de partir un petit peu comme un moine et d'aller dans un centre de méditation où, pour ceux qui connaissent Vipassana, vous méditez 10 heures par jour dans la même position, sans parler à personne,
en mangeant une fois par jour, en n'ayant aucun téléphone, aucune télé, rien, aucun moyen de communication. Et ce truc-là a clairement changé une grosse partie de ma vie. Comment t'es ressorti quand t'es sorti le premier jour? C'était quoi Terrible. Le truc que tu t'es dit, voilà, là ça a changé définitivement, maintenant je ne suis plus la même personne et je ne pense pas la même personne par rapport à celle qui est entrée dans cette place? Déjà, quand je suis sorti, j'étais dans une espèce de joie naturelle. Vraiment, hein. C'est une joie, un sourire naturel, un plaisir d'être avec les autres. Parce que aussi, je pense, même au niveau neurologique, j'ai coupé toutes les interactions qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux, les téléphones. Bon, c'était il y a longtemps quand même, j'avais beaucoup moins de ces choses-là, mais quand même, on est toujours tous en train de se divertir. Qui passe 10 minutes seul? Rare. Ce téléphone, la télé, en communication avec quelqu'un, un bruit extérieur. Donc en fait, on ne se retrouve jamais soi-même. Et quand on fait ce travail-là, même si c'est 1 heure ou une demi-heure, d'où l'intérêt de la solitude, il y a toutes les choses qu'on ne veut pas voir qui réémergent. Et donc, les 10 jours, moi pendant les 10 jours, parce qu'il y avait 300 personnes, hein, c'est pas du tout religieux, etc., je voyais des gens qui faisaient le tour du parc, je voyais leur tête, ils étaient énervés. Alors qu'il n'y a aucune raison d'être énervé, mais c'est parce qu'ils accumulaient de la colère et que du coup c'est ressorti. Et il y a ce truc-là que vous voulez pas voir et qui ressort, et une fois que vous l'avez vaincu, entre guillemets, bah, ce qui émerge, c'est de la tranquillité d'esprit, c'est de la simplicité. Et donc après, j'ai pris des décisions dans ma vie qui étaient en gros... bon, je vous passe les phases où après j'ai voulu être moine. Moi, voilà, je suis extrême. Hein. J'ai dit, bon, ça m'a rendu heureux, je vais être moine. Après, je me suis régulé. J'ai dit, non, mais la vie, elle est faite aussi d'expériences, de dualité, de joie, de peur, de souffrance, d'attachement. Donc, je vais dans le jeu de la vie, mais je garde cette expérience et je sais qu'à tout moment, si j'ai vraiment besoin, je peux me retrouver dans cette petite caverne intérieure qui est cette expérience méditative. Et ça a été ça pour moi, le plus gros switch, on va dire. Plutôt que de chercher tout le temps à l'extérieur, je sais qu'à tout moment, et je le fais encore d'ailleurs, hein, quand je travaille beaucoup ou que je suis stressé par quelque chose, je reviens, quoi qu'il, à un moment donné, à la méditation. J'en fais beaucoup moins qu'avant, mais en tout cas, ça c'est mon truc à moi. Est-ce que qui m'a fait switch, quoi. Genre, un peu un 3 étapes process sur comment, si quelqu'un veut se mettre à la méditation, qui s'y met déjà, mais qu'il n'a pas soit la technique et qu'il n'a pas l'expérience que tu as. Toi, pour un débutant, pour un mec Bien sûr. moyen? Bah, très simplement, quelqu'un qui voudrait débuter la méditation, je lui conseillerais déjà de ne pas faire 1 heure ou une demi-heure, mais juste 10 minutes. Et une chose très simple, c'est de compter sa respiration. C'est-à-dire que quand vous inspirez, vous comptez 1, quand vous expirez, vous comptez 2. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Et vous continuez jusqu'à 10, et à 10, vous recommencez. Et vous allez avoir bien évidemment plein de pensées qui viennent, et juste vous reportez la conscience, votre attention sur ça. Au début, vous allez partir dans des pensées, etc. Sur le 1 ou 2 ou sur la respiration, la sensation d'expiration ou d'inspiration? Non, juste vous comptez. Vous cherchez à rien d'autre, juste compter les respirations qui expirent et qui inspirent pendant 10 minutes par jour. Déjà, ça nettoie beaucoup parce que essayez de calculer. Je vais vous dire un truc, voilà, après, on va pas faire un truc uniquement sur ça, mais je vais vous dire un truc. Arrêtez-vous de respirer. 4 secondes. Vos pensées se sont coupées 4 secondes. Ouais, c'est clair. La respiration est liée à vos pensées. Si vous respirez rapidement, vous allez avoir des pensées rapides. Si vous respirez lentement, vous allez avoir des pensées lentes. Vous pouvez vous renseigner sur ça. La respiration a un lien direct avec vos schémas de pensée et votre manière de penser. C'est pour ça que d'ailleurs, des exercices de respiration, de yoga ou même autres vont influer directement votre système aussi, parfois corporel même, et psychologique. Donc très important de comprendre que si vous êtes toujours perdu dans vos pensées, votre vie sera aussi perdue. Donc il y a aussi ce truc-là. Voilà, je conseillerais à quelqu'un de commencer 10 minutes par jour, juste sur sa respiration, et après, vous avez Internet, vous vous renseignez, il y a des centaines de méthodes. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'important, je pense, à avoir, que ce soit même pas forcément la méditation. Certains, ça va être un sport. Je sais pas, toi, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a un truc que tu fais quotidiennement qui te ressource. Ah ouais, moi, pour revenir un petit peu, toi, tu as eu un déclic physique, aussi bien que mental. Mais c'est marrant parce que moi aussi, j'ai eu des déclics physiques qui m'ont permis d'aller plus haut et de ressortir un petit peu. Au moment où je l'ai fait et au moment où j'ai fini, c'était plus la même personne entre les deux. Et ça, c'est le genre de choses qui me fascine parce que y a beaucoup de personnes évidemment qui regardent, qui ont la procrastination. On a tous, c'est la nature humaine d'être comme ça. Et il y a juste des mecs qui en ont un peu moins que d'autres, même s'ils en ont encore. Moi, je trouvais que j'en avais beaucoup et j'étais toujours le flemmard. J'étais toujours le mec qui voulait pas bouger du lit, j'étais toujours le mec qui voulait pas bouger de la chaise. Et un jour, j'ai vu cette espèce de challenge que Lex Fridman il avait fait. Et Lex Fridman, c'est un autre mec qui fait des podcasts.
américain qui est un des plus gros podcasteurs, juste derrière Joe Rogan. Ok. Et il était avec David Goggins. Ouais. Lui, c'est un mec... C'est un boss. Ah, c'est un boss. J'ai regardé il y a plusieurs personnes que je regarde toutes ses vidéos. David Goggins, c'est un mec à qui j'ai regardé toutes les vidéos et j'ai lu le livre et je l'ai écouté le livre plusieurs fois. Et lui, il a fait ce challenge, Lex Fridman, qui était 20 000 pompes et tractions. 20 000 pompes et tractions en 30 jours. Et moi, ça a vraiment été le déclic, les 20 000 pompes et tractions en 30 jours. C'est-à-dire que tous les jours, je faisais 510 pompes, 171 tractions. Et tu fais ça pendant 30 jours et ça fait 20 000 pompes et tractions. Et le premier jour, c'est un peu difficile. Mais le deuxième, troisième, quatrième, et quand tu es au 15, 16, 17e, ben c'est difficile. Et tu es obligé, en faisant ça, d'avoir une structure, parce que pour faire les 510 pompes et tractions, 510 pompes par jour et 170 tractions par jour, il faut une structure d'entraînement. Et il faut le faire, il faut y aller le lendemain. Et puis, évidemment, c'était pendant le Covid que j'ai fait ça. Du coup, parfois, il faisait froid. Et j'ai fait ça une deuxième fois, je l'ai refait une deuxième fois quand j'étais à Prague. Là, par contre, il fait vraiment froid. C'était au mois de novembre. Et tu peux être sûr que quand j'allais le faire, il faisait nuit et il faisait 1 degré. Donc, c'était assez difficile. 20 000 pompes et tractions. La fois où j'ai commencé, le moment où j'ai commencé, le moment où j'ai fini, j'étais plus du tout la même personne. Parce que quand tu prends l'engagement de faire 30 jours, ça tous les jours, à la fin, l'engagement, il est facile pour toi. C'est facile de dire, je vais aller jusqu'au bout. Et c'est facile d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est le déclic. Entre la méditation, les 20 000 pompes et tractions, tu commences à faire ci, ça. Franchement, là, t'es plus la même personne. T'es plus du tout la même personne. Clairement, ça t'a changé aussi dans tes décisions de vie, business, personnel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu le fais, en fait, la façon dont je le faisais, si quelqu'un veut se lancer là-dedans, c'était tu fais 6 ou 7 tractions. Ça dépendait au début de l'entraînement. Au début des 30 jours, c'était 5. Au fur et à mesure, j'étais un peu plus fort. Donc, je pouvais passer à 6 tractions par minute. Et c'est 6 tractions par minute et 12 pompes par minute. Donc, tu fais ça 18. Et ensuite, les 10 dernières minutes, c'était un peu plus de... J'avais déjà fini les tractions, du coup, sur les 10 dernières minutes. Et je faisais que des pompes. Donc, tu fais 6 tractions par minute et 12 pompes par minute. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as fini ce truc-là. Tu mets entre 25 et 30 secondes. Mais la minute d'après, tu dois recommencer. Donc, t'es pas là à tergiverser toute la journée, à dire est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire. Non. T'as pas le choix. Et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et tu vas et tu te mets, et tu montes, et tu fais ta traction. Donc, ça te donne l'obstination de continuer d'aller jusqu'au bout à chaque fois que tu fais le truc, parce que tu as mis 30 jours à le faire et tous les jours tu le faisais. Et ça te donne, au moment où tu dois prendre la décision, tu la prends tout de suite. Tu peux pas réfléchir. 5 minutes. Je suis totalement d'accord avec ça. À chaque série, tu n'as pas 5 minutes à faire ta série. Tu l'as fait, toutes les minutes, c'est doit être fait. Donc la décision, elle est maintenant tout de suite, même si tu n'as pas du tout envie, quoi. Donc ça m'a donné ça. Ok, incroyable. Il y a ce truc-là de mentalement couper un peu aussi le mental. Arrêter de penser et tu te dis, bah voilà, c'est tout de suite, je le fais. Et je pense que c'est comme ça pour tout. Toi, l'armée, par exemple, tu as une anecdote, il faut obligatoirement le raconter. Je te redis juste un dernier truc par rapport à ça. Une expression chinoise, le voyage de 1000 km commence par un premier pas. Le voyage de 1000 km commence par le premier pas. Et à chaque fois que tu dois faire 1000 km, comment est-ce que je peux faire le premier pas. Je vais rebondir sur ça, sur un conseil très, très direct. C'est quand vous voulez pas démarrer un truc et que vous procrastinez, votre cerveau il veut pas passer du temps à faire quelque chose de nouveau, c'est normal. La seule chose que vous voulez vous dire, c'est que vous devez vous dire, que ce soit de créer un site web, que ce soit d'appeler quelqu'un, de n'importe quoi, vous dites ok, je le fais pas, mais je commence juste 5 minutes. Je le fais juste 5 minutes et après, il n'y a pas de souci. Si je veux arrêter, j'arrête. Non, tu fais juste la première action. Tu dois appeler quelqu'un. Exactement. Tu as juste à faire. Si tu dois appeler quelqu'un, tu appuies sur appeler. Tu vas voir que tu vas l'appeler, le gars. Tu te dis pas, je vais l'appeler, je vais passer pendant 5 minutes, qu'est-ce que je dois lui dire. Tu appuies juste sur appeler. Et t'inquiète pas, tu vas l'appeler, le gars. Mais tu appuies juste la plus simple des choses à faire pour arriver jusqu'à l'action finale. La plus simple des choses à faire, c'est appuyer sur appeler. Quand vous avez peur, faut y aller. Ouais. C'est là où se trouvent vos peurs que se trouvent les changements de votre vie. Ouais. Ce dont vous avez le plus peur, c'est ce qui va vous faire le plus évoluer. C'est aussi simple que ça. Le trésor que tu cherches se trouve dans la caverne où tu ne veux pas entrer. Exactement. Est-ce que tu as eu un petit déclic, toi? Moi, des déclics, j'en ai eu plein. Me prendre des bombes sur la gueule, par exemple. C'est un déclic, ça? Il y a un clic déjà. Il y a un clic, ça part, après ça fait boum. Ah oui, là le clic, t'as pas envie de l'avoir dans la tête. Et quand tu vois le premier boom, tu fais bon.
Ok, c'est bon, j'ai compris. Il y en aura peut-être d'autres. Ah, mais la première fois, ça fait toujours ça a un petit effet quand même. Bon, au bout d'un moment, c'est un thème récurrent dans l'équipe, genre la première bombe, ils en parlent. Des fois, bah, c'est pas tout le monde qui s'en prend. Hein. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance, entendra comme vous entendrez comme vous voulez. Moi, j'ai eu la chance de faire le Mali pendant un an. J'ai fait 3 missions de 4 mois là-bas. Bah, à chaque fois, c'était chaud, quoi. Ouais. Le déclic, en fait, j'ai envie de vous dire, j'ai eu le déclic de me dire, ok, la première fois, j'ai pris une bombe sur la gueule, maintenant je sais ce que c'est. Mais on est tellement formé, si tu veux, que tout s'est fait naturellement. On a pour proverbe à l'armée de dire qu'à entraînement difficile, guerre facile. Et tu vois, j'ai pas forcément comme vous ce truc d'avoir un déclic. En fait, moi je me dis, de toute façon, il faut faire les choses, donc tu les fais, point. Tu vois. Alors, j'ai pas le même niveau que vous forcément, c'est peut-être pour ça. C'est très militaire aussi. C'est très militaire. Faire les choses. Voilà, il faut le faire. De toute façon, t'as pas le choix, quoi. Mais qu'est-ce qui te pousse justement là L'envie d'avancer, la volonté en fait, la force mentale. Je pense que ça revient beaucoup dans ce qu'on dit. C'est vraiment cette volonté de continuer, d'avancer, d'avoir cette force mentale. C'est pas facile à le dire. On va le dire, c'est pas facile, c'est clair. Au début, il faut se mettre des coups de pied. Mais quand t'as pris ce qu'on disait, les habitudes. Alors, les 3 premières semaines, les 3 premiers mois, puis les 3 années, au bout de 3 ans, ton habitude, en fait, t'as même pu à te forcer. C'est naturel. C'est naturel. Donc, c'est pour ça. Après, moi, je sais que j'ai des moments de frustration parfois, machin. Qu'est-ce que je fais ? Je vais à la salle de sport et je me dégomme. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas l'effet de groupe aussi à l'armée qui t'aide ? Parce que les autres le font, t'as un peu la honte, quoi, si tu suis pas, quoi. Non ? Alors, on l'avait avant, je vais envoyer un petit pic, mais aujourd'hui ça se perd. L'armée malheureusement n'est plus ce qu'elle était. J'espère qu'un jour ça le redeviendra. Désolé les copains. C'est vrai. Comment dire ça ? Je pense qu'il y a toujours cet effet de groupe de par la fratrie déjà de base, et t'as pas envie d'être le dernier. C'est ça, t'as pas envie d'être le dernier. Enfin, si t'as envie d'être le dernier, qu'est-ce que tu fous là ? On en revient aux 5e les plus proches, quoi. Ouais. Voilà, t'as envie de te bouger, Alors ce qui est bien à l'armée, c'est qu'on va te tirer vers le haut. Par contre, si tu fais pas l'effort de pousser un peu, d'y aller, bah non, bah il y a un moment donné, t'es un poids mort, t'es un boulet, bah. Toi, est-ce que tu as un truc où tu t'es dit physiquement, ou peut-être même une situation où tu t'es dit là c'est chaud, je sais pas quoi faire, et t'as flippé, ou c'était difficile, et t'as trouvé un... Alors, comment t'as fait pour trouver une solution ? Alors, ma dernière opération au Mali, c'était à Gao, je peux en parler, il n'y a pas de souci, ça a été rendu public. On a pris un suicide bomber. Donc un suicide bomber, c'est un véhicule qui arrive, qui force l'entrée et qui se fait exploser. L'explosion a été monstrueuse, on a des containers marins qui ont volé sur 20 mètres. On a eu du bol, il n'y a pas eu de mort. Il est entré où ? Il a forcé l'entrée principale. Principale de quoi ? Du camp de Gao. Okay. D'accord, donc du camp militaire. C'est là où on dort, c'est là où on travaille, c'est la plus grosse base... Mais c'était la plus grosse base militaire au Mali. Okay. Vraiment le quartier général, quoi. Les mecs ont forcé, ils avaient un véhicule blindé, ils avaient chargé comme des oufs. Ça a pété. Wow. Donc, tout le monde au bunker, on en a plusieurs répartis sur le camp, etc. On passe, en fait, on déroule. Là, on déroule, on est habitué à ce genre de choses, c'est comme à l'entraînement. Et le soir, donc on a le briefing, qu'est-ce qui se passe ? Ok les gars, tous les civils ont été renvoyés, parce qu'on travaille également avec des civils sur le camp. Ouais. Par contre, on a des suspicions d'intrusion. Ah ouais, d'accord. Là, tu te dis, ok, ça veut dire quoi ? Des suspicions d'intrusion, ça veut dire qu'il y a peut-être des mecs, des terroristes ou autres, qui sont rentrés sur le camp, qui sont planqués, et là on est en train de les chercher. Ah, ils sont dans l'armoire. Et toi, tu dois rentrer, le camp il est énorme, il est très très grand le camp, et toi tu dois rentrer à pattes jusqu'à ta petite tente ou à ta petite chambre, en te disant, putain j'espère je vais pas tomber sur un, parce que t'es pas tout le temps armé. Quand t'es sur le camp, t'es censé être protégé. Parce que les mecs, là, c'est quoi leur plan là, les terroristes ? C'est genre ils en foutent à l'intérieur, ils attendent que tout le monde s'endorme, ils prennent la mitraillette. Malheureusement, c'est d'en tuer le plus possible. Hein. Après, c'est la guerre. Et comment t'as fait justement ? Alors mentalement, là, je vais te dire que j'ai stressé. Là, tu t'es allumé un shot de vodka ou... Alors très clairement, je le dis, c'était interdit. Moi, j'étais le popotier, le barman entre guillemets de mon régiment. Un truc de tahitien, ça. J'ai chopé le pack de bière. J'ai dit les gars, moi je m'en mets une, j'en ai rien à foutre. Si je dois partir, je partirai pas clean. Je crois que c'est Jordan Belfort qui l'a dit cette fois. Dans le Loup de Wall Street, il a dit ça. Mais là, ça m'a fait tilt direct. J'ai dit moi. Non. Donc je me suis pris 2 bières. Glou glou glou. Mon chef il m'a regardé.
Je t'en veux une, tiens. C'est peut-être la dernière, profites-en. Je dis écoute, et puis première chose que j'ai fait, je suis rentré, ça s'est bien passé, je suis encore là. J'ai pris mon flingue, j'ai armé papa. J'ai fermé la porte, j'ai verrouillé, j'ai mis un truc devant en mode vous m'aurez pas les gars, vous m'aurez pas. Et comment ça s'est passé Et en fait, si tu veux, le temps de vraiment de retomber, que la pression retombe quand parce que t'es tellement fatigué, tu bosses. Nous, on bosse de 6h jusqu'à 19, 20h, des fois 23h. En plus, quand tu as tout ça, tu as énormément d'adrénaline. Ton corps sécrète énormément d'adrénaline. Et en fait, quand tu arrives à vraiment à descendre un petit peu, derrière, tu as un espèce de déclic et poum, tu tombes, tu t'endors. Tu t'endors. Par contre, le moindre bruit, tu te réveilles. Ouais. Très clairement, t'es à l'affût. En fait, tu as vraiment tous tes sens qui sont vraiment à fond. Quoi. Expliquer ça, c'est vraiment compliqué, malheureusement. Je souhaite à personne de le vivre. Mais c'est vrai, c'est une expérience qui est... je vais pas dire traumatisante, même si forcément ça reste. Ça crée de la. Ça reste. On a énormément. Moi, j'ai un ami qui m'est très proche, qui malheureusement lui a dû rentrer stress post-tro. Et il y en a plein. Il y en a de plus en plus malheureusement, mais c'est vrai que psychologiquement, mentalement, c'est très dur à tenir. De se dire, j'y vais, je vais peut-être pas revenir. Parce que la dernière règle du militaire, c'est quand même s'il faut y aller, s'il faut que je fasse le sacrifice ultime, je dois le faire. Tu vois. Et déjà, se dire ça mentalement. Après, c'est dans un concept. Mais c'est dans un concept de guerre. À part, parce que tu dis que t'es dans la guerre, etc. Voilà, exactement. Mais mentalement, déjà, toi, t'étais d'accord avec ça, je veux dire. Je me suis engagé, je savais à quoi m'attendre. Tu sais jamais à quoi t'attendre, parce que quand tu te prends la première sur la gueule, très clairement, tu sais pas quoi. C'était quoi ça, les gars? Merde. Et là, tu vois l'espèce de boule de feu qui monte, la fumée, tu fais. Si on peut faire un parallèle avec la vie, parce que tout le monde n'ira pas dans un camp. Je souhaite que tout le monde n'aille pas dans un camp. Très clairement. Non, je pense pas qu'il y ait malheureusement de parallèle. Moi, c'est pour ça aussi que je vais dire le terme, j'ai beaucoup de facilité avec les problèmes. C'est parce que j'ai vu la mort en face, quoi, tout simplement. C'est ça. Il y a ce truc-là aussi. Et c'est pour ça que j'arrive à garder, si tu veux, cette neutralité. Et que quand je vois des problèmes, je dis, ok, je vais répondre, je vais aider, il n'y a pas de souci. Mais certaines personnes, en fait, j'ai l'impression qu'elles se confortent dans leurs problèmes. Ils disent, les gars, vous n'avez pas vu la guerre, vous n'avez pas vu la cruauté de l'être humain. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous en entendez parler, vous en avez dans les jeux vidéo, dans les films. Tu l'as pas vu en vrai. T'as pas senti l'odeur. Tu sais qu'il y a un truc psychologique, moi j'ai mis énormément de temps à comprendre. En gros, peu importe ce que tu as vécu, très fort ou moins fort, la sensibilité à la souffrance est hyper variable très clairement. Par les êtres humains. Il y a des gens qui peuvent ressentir un truc terrible. Je crois qu'il y avait un truc comme ça avec les Japonais qui venaient en France, qui avaient un traumatisme à Paris, dès qu'il y avait quelqu'un qui leur demandait un truc, parce qu'ils n'étaient pas habitués, quoi, ça leur créait un stress et tout. Donc il y a ce truc-là, mais par contre, tu vois, c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, et dans ce que tu dis aussi, Ulysse, il y a ce truc-là de se dire, de toute façon, quand le problème arrive, faut faire face. Il faut faire face, il faut pas penser, il faut prendre le téléphone, il faut agir. Et clairement, la plupart des problèmes que vous avez et que vous laissez de côté, c'est parce que vous surmentalisez les choses. À un moment donné, oui, il y a des choses, vous n'allez jamais les voir venir. Et c'est aussi la beauté de la vie, j'ai envie de vous dire. Si vous n'aviez pas de problème, vous n'auriez pas d'évolution. Il faut bien vous dire ça. Mes problèmes, tant que c'est pas trop grave, pas de problème de santé, etc. Attention, je parle pas de ça. Mais vos problèmes business ou de copine ou de machin, c'est la voie royale vers l'évolution. Ouais. Et vous n'allez pas toujours savoir comment vous y attendre pour les régler, et c'est pas grave, mais il faut avancer, il faut faire quelque chose pour avancer. Et le truc que je voudrais rajouter par rapport à ça, parce que ça fait partie des choses que tu n'apprends pas à l'école, mais que tu devrais apprendre à l'école pour le coup. La peur, c'est de l'incertitude. En fait, l'inverse de la peur, c'est la certitude. Donc, imagine pour quoi que ce soit que tu aies peur. Tu as peur, par exemple, d'aller voir une meuf dans la rue. T'as peur de prendre ton téléphone et d'appeler quelqu'un. T'as peur de mettre un trade ou t'as peur de te mettre dans la crypto. Il faut que tu prennes le contre-pied à ce moment-là. Disons que tu vas voir la meuf dans la rue. Comment ne pas avoir peur? T'as juste à accepter. Donc t'es pas certain de ce qui va se passer, tu vas aller voir la meuf dans la rue. L'inverse de la peur, c'est la certitude. Mais t'es pas certain en allant voir ce qui va se passer. Évidemment, tu peux pas être certain. Mais si t'acceptes le pire des scénarios, ou que tu acceptes qu'il se passe rien, ou que tu acceptes vraiment le scénario qui, toi, ce serait vraiment la pire chose qui puisse t'arriver. Genre, tu vas voir la meuf dans la rue, elle se retourne vers toi, et elle dit « J'ai déjà entendu parler de toi », et elle se met debout comme ça, et elle crie à tout le monde « C'est
le mec qui a couché avec ma copine, il a une toute petite tub. Si t'acceptes déjà ça, si t'acceptes ça, et moi je suis désolé, je peux pas l'accepter, c'est physiologiquement pas possible. Si t'acceptes ça, en allant voir cette meuf dans la rue, t'as plus peur. Je suis totalement d'accord. Il faut que tu partes sur le fait d'accepter le pire des scénarios, et quand t'acceptes, tu n'as plus peur. Je suis 100% d'accord. Je pense qu'il y a la barrière, cette barrière-là. J'ai eu une image en tête que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Je vais l'imager, je la mettrai au montage pour tout le monde. Ça, c'est un cercle, ce que vous pensez qui peut vous arriver. Ça, c'est le cercle dedans, tu vois. C'est même pas 10%. C'est ce qui peut réellement arriver. Ouais. Et encore moins ce qui va réellement arriver. Tu vois, je pense que ça, c'est une très bonne image. Je la mettrai, si tu veux bien, au montage. Sûr. Et que les gens, en fait, ils sont tout le temps en train de se dire oh, il peut ça, il peut ça, il peut ça. Mais s'ils franchissent pas le cap. Mais t'acceptes. C'est comme chez le dentiste. Et puis de toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Si tu veux gagner de l'expérience, tu feras forcément des erreurs. Je pense que au-delà de faire des erreurs pour apprendre, la meilleure façon d'apprendre, c'est regarder les erreurs des autres. Ouais, aussi. Il y a les erreurs. Bien évidemment. Ils disent que les gens bêtes, ils apprennent pas de leurs erreurs. Les gens intelligents, ils apprennent de leurs erreurs. Et les génies, ils apprennent des erreurs des autres. Donc je pense qu'il y a une vérité là-dedans. Il y a une vérité. Ça marche pas avec moi. Je suis obligé de faire les erreurs, malheureusement. Mais qui n'a jamais fait d'erreur? Mais je suppose que je suis pas un génie aussi, c'est pour ça. Tu vois, c'est très juste ce que tu dis sur le truc d'accepter la fatalité de la situation quelque part. Je sais plus qui disait ça, mais c'était pour Francis Ngannou. Il disait de toute façon, moi si je l'affronte, donc Francis Ngannou, boxeur, enfin le best du monde en sport de combat, il disait de toute façon si je l'affronte, il faut que je m'imagine c'est quoi le pire. Il me met un KO, ok. Moi pareil, quand je lance un trade, je me dis c'est quoi le pire. Le trade il perd, il fait perdre de l'argent, je perds de l'argent. Ok, c'est ça le pire. Ouais. Je me dis toujours ça, et toi, puisqu'on avait eu l'occasion de discuter, bah, ta copine, elle disait que tu disais souvent quand il y avait une situation, et alors. Et ça, c'est un truc de fou. Positif ou négatif d'ailleurs, parce que même en positif, j'ai annoncé le bull run. Et alors? Oui, je suis le meilleur. Et alors? Ça me permet de redescendre aussi. Et puis même si ça marche pas, tu te dis et alors? Et ça marche pas. Et alors? Il y a autre chose. C'est magnifique de pouvoir se dire ça. Et alors? Mais d'accepter le pire des scénarios, c'est un truc qui peut te faire avancer sur n'importe quoi. Tu peux pas te tromper avec ça. Et voilà, qu'est-ce qui va arriver de pire si je le fais? Voilà ce qui va arriver de pire. Bon, ben, si ça arrive, au moins je sais déjà que ça va arriver. Ça, c'est des principes stoïques. Et on en parlait tout à l'heure, pour revenir sur un autre principe stoïque qui s'appelle Memento Mori. Hier, je suis allé à Lille et il y a un magasin qui s'appelle Memento Mori. Et je sais pas si vous connaissez cette devise. Non, vous connaissez pas, c'est du latin. Et c'est une des plus grosses devises stoïques. Du coup, de le voir sur un magasin comme ça, Memento Mori, ça m'a fait mourir de rire. Surtout qu'ils étaient en train de vendre des bougies à 800 €. Donc, c'est pas très stoïque cette histoire. Pas très stoïque du tout, étant donné que eux, ils font pas le truc pour avoir plus d'argent, mais juste pour avoir une meilleure vie. Enfin bref, c'était pas très stoïque les bougies à 800 €. Memento Mori, c'est ça. C'est tu peux mourir à chaque seconde en fait. Vivre chaque seconde parce que tu peux mourir la seconde d'après. Très clairement. Donc ça, c'est des principes stoïques qui font que t'as le déclic, tu sais que toi tu peux avoir une bombe sur la gueule à tout moment. Toi tu sais que la méditation c'est ça qui va t'apporter une meilleure vie. Tu peux mourir à tout moment. Memento Mori, le fait d'accepter les pires scénarios aussi. Ça aussi c'est un truc stoïque, une technique stoïque. Ce truc de regret que je disais tout à l'heure, que je faisais mes choix en fonction de ne pas avoir de regrets. Pour l'anecdote aussi, à chaque fois que j'ai fait ces choix, donc que ce soit changer de compagne ou même là, d'aller à la Bali, j'ai toujours dit à la personne à qui je faisais ce choix, j'ai dit, tu sais, on va tous mourir. On va tous mourir à un moment donné. Alors bon, moi j'ai des croyances, voilà, je crois à la réincarnation, à un tas de trucs, mais je me dis, même en croyant à ça, qui est d'autres vies, etc., qui m'appartient, qui est très personnel, je me dis, cette vie, il faut que je la vive. Et je ne veux surtout pas, je ne me suis pas incarné pour vivre une vie de routine. Je me suis incarné pour expérimenter, bouleverser les gens, que des gens me bouleversent, créer quelque chose, détruire peut-être quelque chose, peu importe, il y a du mouvement qui doit se produire. Et donc je me dis toujours, et je dis toujours à l'autre, tu sais, on peut s'aimer autant qu'on veut, on peut se plaire, mais à un moment donné, je vais partir et toi aussi. C'est la seule certitude qu'on a. Donc, faisons les choses. Et il y a ce truc-là aussi que vous pouvez vous dire. Bon, vous avez peut-être déjà entendu, mais il y a ce truc-là de vous dire, si je devais mourir dans 10 jours, qu'est-ce que je ferais en première action? Et ça va booster quand il y a la notion de mort, de faim qu'on oublie, parce qu'on est dans son petit confort, parce que voilà. Oula. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de gens, après un accident de voiture, une mort imminente et ils reviennent, des choses comme ça, ils sortent.
Ils sortent sortis bien meilleurs. Ah bah alors là, ils ont plus de peur, ils disent leurs... Enfin, il y a plein de trucs comme ça, donc c'est vrai que... Pour faire ça, il y a une stratégie, encore une fois, je parle encore des stoïques, parce que c'est eux qui ont inventé ces stratégies, justement de se dire, ben voilà, dans une semaine, je peux mourir, etc. Comment est-ce que eux, ils font au quotidien, les stoïques, pour avoir ce déclic à l'intérieur de se dire, ben je vais mourir la semaine d'après. Ils ont un truc qui s'appelle de la negative visualization, negative visualization, où en gros, ben, le matin, ils se réveillent, ils ont une morning routine où ils vont pas forcément prendre une douche froide, même si moi, j'adore faire ça. Ils vont faire une morning routine où le matin et le soir avant de se coucher, ils vont imaginer la pire chose qui puisse leur arriver, que ce soit genre leur mère qui meurt. Si leur mère qui meurt, ça leur fait vraiment très très mal. Leur mère qui meurt d'une façon, elle va faire un accident de voiture, ou elle s'étouffe avec un os de poulet. C'est vrai. Ou il peut y avoir un cancer. Ils s'imaginent les pires choses possibles. Et une fois qu'ils se sont imaginés ça, ils se disent, voilà, je sais déjà que ça peut arriver. Donc je la verrai la prochaine fois. Je vais en profiter le plus possible. Et un deuxième truc que tu peux faire pour rebondir un petit peu sur la famille, etc. Compte le nombre de fois où il te reste à voir tes grands-parents, ta mère, ton père. Parce que pendant tes 18 premières années de ta vie, les 20 premières années de ta vie, tu as vu une quantité de fois tes parents illimitée. Mais les 60 prochaines années de ta vie, tu peux limite les compter sur les doigts d'une main. Moi, je vois mes grands-parents à peu près 3 ou 4, je veux dire 5 fois par an, je vois mes grands-parents. Pourtant, je les aime de tout mon cœur. Mais 5 fois par an, mon grand-père, il a 80 ans dans quelques jours. 5 fois par an, il va vivre peut-être, allez, grosso modo encore 10 ans. Il me reste 50 fois à le voir, mon grand-père. Et ce sera peut-être pas les meilleures 50 fois qui restent, quoi. Donc à chaque fois je le vois, je me dis voilà, il reste plus que 49, il reste plus que 48, faut profiter de chaque 47. Et quand tu fais ça, oh là là, tu passes des bons moments avec ta famille. Tu passes des bons moments avec ta famille. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la décision. À l'époque, je voyais plus trop ma famille parce que justement, je travaillais sur le business et je me disais, j'ai pas envie que leur virus mental entre à l'intérieur de mon cerveau. Je voyais plus trop ma famille. J'ai fini par avoir la conclusion, mais voilà, je verrai plus que, disons, 90, 100 fois. Donc il faut que je le vois plus souvent. Si je veux augmenter, faire x2 sur ce nombre de fois, je vais en profiter le plus possible parce qu'il va bientôt mourir. Et c'était il y a 5-6 ans. Il est toujours pas mort et j'en profite à chaque fois. C'est fou, c'est fou. Il faut profiter. La famille, on l'a dit déjà la dernière fois. Il n'y a rien de plus précieux au monde. Ah putain. Clairement. C'est fou. Ça, Clairement. Mais il y en a, là aussi, tu vois, je veux rebondir là-dessus. Moi, je traite pas forcément parce que c'est de la famille, mais je traite parce que c'est une personne. Et il va y avoir des gens dans la famille, et il y a plein de gens qui ont des membres de la famille qui n'ont pas envie de parler. Et parfois, ces gens-là, ça peut être des cousins, ça peut être un père, ça peut être une mère. Et il faut se poser la question, est-ce que c'est une bonne personne sur le moment? Parce que les mecs, ils vont venir se cacher directement en disant, voilà, moi je parle peu à mon père parce qu'il ne m'a pas éduqué financièrement comme il fallait. Et ça, il faut être suffisamment débile pour penser ça. Parce que, est-ce que sur le moment présent, c'est une bonne personne? Dans Totalement. Est-ce qu'elle va te faire vivre des bons instants ensemble? Si cette personne-là, elle te met un virus mental à l'intérieur et qu'en plus l'amour qui émane d'elle envers toi c'est très limité, peut-être que ça vaut pas le coup de continuer à lui parler. Totalement. Moi c'est comme ça que je fais avec ma famille. Et après, pour finir là-dessus, et après j'essaie de leur faire comprendre que voilà, moi je veux te donner de l'amour, moi je veux passer tout mon temps avec toi et je veux que chaque instant ensemble ce soit le mieux possible. Je te donne le bénéfice du doute et je te donne le plus d'amour possible. Si j'en reçois pas en échange alors que tu es quelqu'un de ma famille, t'attends pas à ce que, tu vois, on se voit une fois par an pour Noël, on se voit peut-être 2 fois par an pour l'été, mais t'attends pas à ce que je fasse quelque chose pour toi. C'est comme ça que je fais mes décisions un peu. On choisit pas la famille dans laquelle on est, mais on choisit la famille avec laquelle on veut vivre. Ouais, je pense que ouais, c'est bien dit, c'est bien fait. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec la famille, rien de plus précieux, comme je vous disais la dernière fois, voilà, mes amis de l'armée, c'est ma famille. C'est vraiment ça, ce petit cercle, et puis que malheureusement, j'ai envie de dire, tu peux compter la plupart du temps que sur les doigts d'une main. Ouais. De toute façon, ça c'est... Suivant les cultures, ça change aussi, suivant votre culture, si vous êtes français, si vous êtes d'origine italienne, si vous êtes... ça change les valeurs familiales. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on romance trop la famille. On met trop la famille. Alors moi, je suis très basé sur la famille. Alors pourtant, franchement, sincèrement, ma famille n'est pas du tout top. Je parle je parle pas de mes 2 parents, mais tout le reste de la famille. Moi, j'ai plus du tout de contact avec, sauf un cousin, et j'ai plus de contact avec le reste. Et c'est un choix aussi parce que ça ne me correspond plus. Et j'ai pas de colère ou de haine ou de quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai enterré en moi le petit Ulysse qui dit
voilà les valeurs de la famille, on est en plus d'origine napolitaine, puis non, on a ce truc-là. Non, je l'ai enterré. Moi, je suis comme toi, je vais vers les gens. Moi mon père m'a toujours dit un truc simple. Rapproche-toi des gens qui t'aiment et arrête de chercher de l'amour chez ceux qui ne t'aiment pas. Ouais. Parce que tu perds ton énergie en fait. Arrête de chercher à convaincre ceux qui ne t'aiment pas. Et l'amour, on peut l'exprimer de manière différente, mais pour moi, la première manière, c'est vouloir passer du temps. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut passer ce qu'on veut. Moi, voir quelqu'un une fois à Noël et dire on est de la famille, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai jamais fait Noël quasiment avec mes parents déjà, ni en famille. J'ai souvent d'ailleurs trouvé des copines pour faire Noël dans leur famille, parce que ça ne m'intéresse pas ce truc-là de dire ah c'est mon père, je dois ça. Ah c'est mon oncle, je dois faire ça. Non. C'est des individus. Peu importe les problématiques que vous avez avec eux, vous ne devez pas vous sentir redevable entre guillemets. Je dirais, bon, vos deux parents, c'est quand même autre chose. Le père et la mère, c'est quand même autre chose. Mais le reste de votre famille, il n'y a pas de crainte à avoir. Vous faites ce que vous voulez. Et puis, si c'est toxique avec l'un de vos parents, c'est pareil. Il ne faut pas que ça handicape vos envies, votre business ou quoi que ce soit. Et ce sont des personnes avant tout. Et il y a plein d'autres gens sur Terre qui pourront vous nourrir, qui seront, je parle émotionnellement, qui seront intéressants, passer du bon moment, etc. Voilà, même si ça ne remplacera jamais, il ne faut pas romancer la famille en disant parce que c'est la famille. Non, c'est d'accord, vous êtes né là, d'accord, mais ne vous sentez pas obligatoire de rien parce que vous y mettez le mot famille. Il faut déconstruire ça dans votre cerveau. Et pour ça, on va clôturer là-dessus aussi. Ça revient à la même conversation qu'on a eue sur le premier podcast. Tu choisis les personnes avec qui tu passes le plus de temps parce que chaque instant présent que tu vas vivre avec les membres de ta famille ou avec les personnes aux alentours, il faut que tu donnes de l'amour, il faut que tu reçoives de l'amour. Si l'échange se fait pas et que c'est que d'un côté, ça sert à rien de continuer à passer ton temps avec, mais il faut que ce soit réfléchi aussi, parce que si tu dis j'ai donné beaucoup d'amour à cette personne-là mais j'en ai pas reçu en échange, peut-être que t'as pas vraiment donné de l'amour à cette personne-là et que t'en as pas vraiment reçu en échange non plus. Si tu fais bien les choses, si tu donnes toute ton attention à quelqu'un et que tu vas passer ton temps avec elle et que t'es même pas sur ton téléphone, quand elle parle, tu l'écoutes, quand elle parle, tu lui souris et t'essaies de lui donner de la valeur, t'essaies de l'aider dans sa vie, dans le problème qu'elle a. Si tu fais ces 3 trucs-là, attention, sourire, valeur, et que la personne en retour, elle est de pire en pire, à ce moment-là, tu peux considérer que l'amour, il passe d'un côté, mais pas de l'autre. C'est un bon cahier des charges, ça. Je pense que je me le note. Bon cahier des charges. Et merci beaucoup d'avoir écouté, merci les gars d'avoir participé, c'était super. Encore, Tiffany numéro 2, on se voit pour le Tiffany numéro 3, et regarde le Tiffany numéro 1 si tu l'as pas encore fait. Je pense que si tu as aimé celui-là, t'aimeras le 1, t'aimeras le 3, et t'aimeras sans doute le 18. Vas-y, à plus poto.